On va provoquer des courts-circuits. Étienne Klein, c'est le titre de votre essai chez Gallimard. On connaît votre goût pour les sujets apparemment sans lien entre eux. La physique et la philosophie, par exemple. La vie des idées, nous dites-vous, mérite qu'on la décloisonne. Regardez, c'est dans le sujet de Maïté Frémont et puis on en parle ensemble juste après. Si on vous invite, Étienne Klein, c'est parce que vous, incontournable vulgarisateur scientifique, provoquez une nouvelle fois des étincelles, voire des coups de foudre. Dans Court-circuit, votre nouvel essai, vous n'atomisez pas les murs qui séparent certaines disciplines, mais vous créez des passerelles entre les sciences dures et les sciences humaines. Un livre court, 205 pages, qui s'ouvre avec l'histoire de votre frère, votre antiparticule allergique aux équations. Dès qu'on dit que deux choses sont absolument différentes, on ne peut pas s'empêcher de tenter de les hiérarchiser. On dit que A n'est pas du tout la même chose que B, et la question qui vient, c'est est-ce que A est plus grand que B, ou meilleur que B, ou est-ce que c'est l'inverse? Et ça aboutit à une hiérarchie dans le spectre de l'intelligence qui a des effets sur la façon dont on oriente les cerveaux. Par exemple, si vous êtes soi-disant intelligent, on va vous conseiller de devenir intellectuel ou scientifique, et si vous ne l'êtes pas, on va vous demander d'aller vers une voie professionnelle. Physique et philosophie, réalité et imagination, hasard et destin. Dans ces 10 chapitres, vous associez des éléments souvent séparés dans la vie des idées. Le binôme le plus atypique pour aborder la notion du temps, le voici. Celui de vos deux idoles, accrochés sur le mur de votre chambre d'adolescent, Einstein d'un côté, les Rolling Stones de l'autre. Étienne Klein, bien difficile de vous définir. Vous n'êtes ni physicien ni philosophe. Vous vous posez là où se trouve la question du langage, dites-vous. Votre credo, c'est d'exprimer avec des mots ce que les physiciens disent avec des équations et des expériences. Grâce à vos ouvrages, les sciences deviennent un peu plus simples, même pour ceux qui n'y connaissent rien. Les sciences pour les nuls, quitte à créer des polémiques. L'été dernier, vous postez sur les réseaux sociaux une photo d'un chorizo avec pour légende photo de l'étoile la plus proche du Soleil. Un canular connu chez les scientifiques, pris pour une vérité pour des milliers d'internautes. Alors une question ce soir, Étienne Klein. Casser les barrières entre les disciplines dès le plus jeune âge permettrait-il de passer un peu moins pour des andouilles? Réponse, Étienne Klein. En fait, dans ce livre, je ne parle pas d'interdisciplinarité. Je parle plutôt de cohérence, parce que l'interdisciplinarité qui suppose qu'on va mélanger les disciplines. On va tout mélanger. Ça donne l'impression de dispersion, on va perdre en rigueur, par exemple. Moi, non, je pense qu'il y a des questions. C'est dialoguer, plus que dialoguer, se rapprocher, voir ce que ça donne, regarder les éléments de langage, par exemple. Il y a des mots communs à plusieurs disciplines. Est-ce qu'ils ont le même sens dans toutes les disciplines? Exemple. Le temps. Le temps, moi j'ai travaillé pendant des années sur le temps avec des collègues. Les physiciens parlent du temps, les philosophes parlent du temps. Donc il y a une première question quand on a fait ce constat, c'est lorsque... Mais pas de la même manière. Est-ce qu'ils parlent de la même chose forcément. Est-ce qu'ils parlent de la même chose? Si la réponse à cette question est non, ils parlent de choses différentes, il faudrait les nommer par deux mots différents. Et s'ils parlent de la même chose, est-ce qu'ils en disent les mêmes choses? Et la réponse est clairement non. Et donc à qui doit-on accorder du crédit dès lors que toutes les thèses cohabitent? Et c'est ce genre de rencontre qui, à mon avis, peut aider chacune des disciplines à progresser, notamment dans la façon qu'elle a de s'expliquer pour le grand public. Vous parlez du temps, philosophie et physique, par exemple. Quel autre exemple vous pourriez nous donner de couples de disciplines qui ont intérêt à se regarder? Pas forcément à se mélanger, mais par exemple, on pense à la science de l'inconscient. Certains diraient que ce n'est pas une science, en tout cas la psychologie. Et peut-être les sciences cognitives. Là, il y a un couple qui fait un peu trop chambre à part. Toutes ces sciences utilisent des instruments de physique. Les neurosciences... pour étudier le cerveau, par exemple, utilisent des instruments qui ont été mis au point par des physiciens. Donc il y a déjà un apport, disons, technique. Ensuite, il y a, est-ce que la physique, par exemple, peut aider à comprendre la vie? Ou est-ce que les lois de la biologie bénéficient d'une sorte d'extraterritorialité par rapport aux lois physiques? Est-ce que les lois biologiques, s'il y en a, s'ajoutent aux lois physiques, ou est-ce qu'elles sont une émanation à une certaine échelle des lois qui existent à un niveau plus profond dans le domaine de la physique? Donc se parler entre disciplines pour clarifier aussi. À mon avis, c'est d'abord pour se connaître, pas forcément pour collaborer, mais pour se connaître, savoir de quoi on parle, quels sont les objets d'étude, comparer les méthodologies, parce que toutes les sciences ne travaillent pas de la même façon.
un sociologue ne travaille pas comme un physicien théoricien, qui ne travaille pas comme un biologiste. Et donc, c'est déjà comprendre tout cela et ensuite voir si certaines questions bien posées réclament pour être traitées qu'on sollicite plusieurs disciplines. Il ne s'agit pas de les rassembler pour le plaisir de les rassembler. Il ne s'agit pas de provoquer un mélange des genres pour faire genre. Il s'agit de poser une question bien précise et ensuite de voir quelles sont les disciplines qui peuvent t'aider à y répondre. Oui, des passerelles, mais pas forcément la grande bouillie, Alors, c'est très Michel clair. Serres, qu'on a cité tout à l'heure, parlait d'une science des passerelles. Oui. Science des passerelles. Votre premier chapitre, vous le consacrez à Pascal. C'est votre frère, décédé il y a 2 ans et demi, virtuose de la clé à molette et du fer à souder. Il aimait avant tout réparer, penser avec ses mains. Il a été un peu brisé, notamment par l'école. Personne ne lui avait dit qu'Einstein était aussi bricoleur. Notamment pas moi, et je le regrette. Non, il avait un an de plus que moi, il est mort il y a 1 an et demi, et il avait besoin d'apprendre par corps, pas en regardant des équations. Il était mal à l'aise avec les raisonnements abstraits, il aimait toucher pour comprendre. D'ailleurs, avant de réparer des choses, il en a beaucoup cassé, notamment mes jouets. Et fabriquer hein. Pour comprendre comment à il l'enfance, vous fabriquiez un avion mais il était ensemble. capable, voilà, on a fabriqué un avion ensemble sous ses ordres. J'étais incapable, moi, dans ce domaine, de prendre des initiatives. Mais il avait besoin, oui, de démonter les objets pour les construire. Et il pouvait comprendre le fonctionnement de moteurs de toutes sortes sans comprendre les équations physiques qui permettent de comprendre leur fonctionnement. Il pouvait comprendre, n'empêche que cette intelligence manuelle n'a pas été reconnue. C'est typiquement français, vous pensez, à l'heure où Emmanuel Macron essaye de relancer le chantier du lycée professionnel? J'ai pas fait une étude suffisamment complète, mais il me semble que dans d'autres pays que je connais un peu, la Suisse, l'Allemagne, l'Angleterre, ça fonctionne pas du tout comme ça. Pourquoi? Ça, je sais pas. Je pense que qu'est-ce qu'on a, nous, France, avec le manuel, le fer? L'intelligence comme la capacité à accéder à l'abstraction. Alors qu'il y a une intelligence du corps, il y a une intelligence des mains. D'ailleurs, toute main intelligente est pilotée par un esprit. Les guides d'haute montagne dont je parle, ou les facteurs d'orgue, sont des gens qui ont une intelligence tout à fait évidente quand on les voit manipuler les instruments qui les passionnent. Non, j'ai l'impression que l'abstraction est la mesure suprême de l'intelligence, qu'on soit d'ailleurs littéraire ou scientifique, il faut planer. Ça, c'est le symptôme qu'on pense bien. Mais je pense que l'intelligence, elle est plutôt répartie selon un spectre continu. Oui. Qu'on a tort de vouloir hiérarchiser. Encore cette question de la hiérarchie. Michel Serres, donc au cœur de cet ouvrage, philosophe des sciences, vous vous inscrivez dans ses pas, grand vulgarisateur aussi, comme vous, mais qui en même temps connaissait l'impasse de la vulgarisation. Toujours un trompe-l'œil, la vulgarisation, qui n'atteint pas son but. Oui, moi c'est le Covid, l'expérience du Covid qui m'a montré que ce que je croyais être un succès, la vulgarisation, en fait, quand je dis cela, je biaise mon jugement. C'est-à-dire que la vulgarisation, ça marche auprès de ceux auprès de qui ça marche. Voilà. Qui s'intéressent aux conférences, qui lisent des livres, qui posent des questions, ou bien ces étudiants qu'on rencontre et qui nous disent qu'ils ont choisi de faire des sciences parce qu'ils ont lu, adolescents, un livre de Michel Serres ou d'Hubert Reeves. Alors qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qu'on a raté pendant le Covid, alors qu'on a voulu expliquer en mettant énormément d'épidémiologistes sur les plateaux pour que finalement le complotisme, les fake news explosent? Moi, je pense qu'on avait une occasion historique de faire de la pédagogie scientifique, en disant, s'agissant des traitements, ce qu'est un essai en double aveugle, jour après jour, parce que les gens étaient inquiets, ils avaient du temps à passer devant la télévision, ils voulaient comprendre. Et on pouvait leur expliquer ce que nous savions et ce que nous savions ne pas savoir. La distinction entre la science et la recherche. Et puis surtout, moi j'aurais aimé entendre des gens sur les plateaux qui disent « nous savons que, et nous nous demandons si ». C'est-à-dire qu'ils montrent que la science est une entreprise collective. Et parfois, il faut dire « nous ne savons pas ». C'est pas parce que nous disons que nous ne savons pas que nous sommes moins savants. C'est difficile ça, même pour les scientifiques? C'est difficile, je pense, pour le public. Si un scientifique dit « je ne sais pas », on va se dire « c'est pas un bon savant » et on va préférer qu'il soit remplacé médiatiquement par quelqu'un qui a réponse à tout et qui ne doute jamais. Un mot sur un très joli passage sur la joie chez Michel Serres, ce paradoxe de la joie malgré la violence, malgré la misère du monde. Michel Serres, joyeux malgré tout. Oui, il y a un philosophe qui a connu d'ailleurs Michel Serres, qui s'appelait Clément Rosset, qui est mort il y a quelques années, qui parlait du paradoxe de la joie, en disant la joie, c'est la force majeure. On n'est pas joyeux parce qu'on a des raisons d'être joyeux, on est joyeux au contraire parce qu'on a conscience du tragique. Et il me semble que Michel Serres incarnait
sorte de paradoxe. Il était toujours de bonne humeur, toujours joyeux. Souriant, Et amusé. je pense qu'au fond de lui, il y a une forme de désespoir qu'il a essayé de convertir philosophiquement dans l'idée d'omniscience, avec l'idée que l'humanité va finalement, lentement progresser et peut-être se débarrasser de la violence. Et depuis que j'ai écrit ce livre... Qu'aurait-il pensé de notre époque, le déluge informationnel, il en qui a parle. toujours voulu expliquer comment ça marchait. Aujourd'hui, on utilise des smartphones sans même se poser la question. Et oui, ça reste inaccessible. Il l'a connu, ce déluge informationnel. Et d'ailleurs, au début, il était très enthousiaste. Il pensait que le numérique, les smartphones, par exemple, allaient nous permettre d'avoir une encyclopédie portative. Et puis, il a vu qu'en effet, dans les mêmes canaux de communication circulent des connaissances, mais aussi des croyances, des commentaires, beaucoup de commentaires, des avis, des fake news. Tout ça se mélange et les statuts respectifs de ces différents éléments, qui sont différents, ont tendance à s'amalgamer. Et ça, je sais qu'à la fin de la vie, il a donné une dernière interview à Philosophie Magazine sur ce sujet. Il était plutôt pessimiste. Plutôt pessimiste. Et puis, il y a l'intelligence artificielle, l'IA, qui commence à remplacer les journalistes, les comptables, les secrétaires, et j'en passe, les étudiants même qui recourent à ChatGPT pour leur exposer. Les algorithmes, ils vont détrôner, à votre avis, notre cerveau? À mon avis, ça dépend encore de nous. C'est-à-dire, finalement, puisque les machines parlent, comme nous, en langage naturel, parfois elles écrivent mieux que nous des dissertations, des articles, quel rôle devons-nous avoir dans l'expression de notre parole? Qu'est-ce que c'est qu'une parole authentiquement humaine par rapport à une machine comme ChatGPT? Alors c'est quoi? Beaucoup. Je ne sais pas si vous avez déjà lu des dissertations de ChatGPT. C'est lisse. Il n'y a pas d'idée fulgurante, il n'y a pas d'invention de concept. ChatGPT raconte des choses qui ont déjà été racontées par les données qui lui ont été livrées pour s'éduquer lui-même. Et donc les capacités d'esprit critique, d'invention de concept, ça reste de démonstration humaine. Le mot de intelligence de dans la l'intelligence cause. artificielle, quand on parle d'intelligence artificielle, c'est le mot anglais. Intelligence, qui est la gestion de données, le traitement de l'information. L'intelligence au sens français du terme, c'est aussi la capacité à poser des questions contrefactuelles, c'est l'esprit critique. Donc on a mal nommé, en fait, les choses. Et donc pour l'instant, l'intelligence artificielle est extrêmement bête. Ça va poser quand même des questions existentielles. On est armé, à votre avis? Moi, je pense qu'il est temps de vraiment réfléchir à ce qu'on veut. Voilà. Il y a un paradoxe qui avait été nommé par un monsieur qui s'appelle Moravec dans les années 1990, qui disait, en gros, plus une tâche est facile à utiliser par un humain, plus elle sera difficile à exécuter par une machine ou un robot. Il donnait l'exemple de coiffeurs. Pour l'instant, les coiffeurs ne sont pas menacés par les robots. Les robots peuvent coiffer, mettre la boule à zéro, mais pas faire une coupe harmonieuse. Et il donnait l'exemple de la reconnaissance faciale. Et là, il s'est trompé. Les machines font de la reconnaissance faciale de façon très efficace. Et donc, la question est, quelles sont les décisions que nous acceptons de déléguer à des machines? Quelles sont les tâches que nous acceptons à déléguer à des robots? Il y a urgence pour qu'on laisse ce débat au niveau mondial. Merci beaucoup. Merci à vous. Ça s'appelle Court-circuit au pluriel, ça se picore puisque les chapitres sont indépendants les uns des autres. Ceux qui aiment les Rolling Stones et Albert Einstein. C'est le même nom, Einstein c'est une pierre, Stone c'est des pierres. Et voilà, un court-circuit de plus. C'est chez Gallimard et c'est passionnant.